La flamme ne provenait pas du feu. Elle vivait dans les oreilles, où les voix douces devenaient plus fortes que n'importe quelle cloche. La jeune fille était assise bien droite, les mains jointes. Derrière elle se dressait un mur de pierre humide, et devant elle brûlaient des torches dont la cire coulait comme une rivière lente. Les scribes faisaient ruisser leurs plumes comme des souris dans le grain. Il semblait que le débat portait sur des mots, mais en réalité, ils décidaient de ce qu'il fallait considérer comme la vérité dans la guerre et dans l'âme. Je suis heureux de vous accueillir. Dites-moi s'il vous plaît, d'où vous regardez cette vidéo, écrivez-le dans les commentaires et je vous souhaite une bonne écoute. Le matin, à Rouen, commençait par les cris du marché et l'odeur du bois humide. Sur la place, on vendait des oignons, des toiles grises et du gros sel. Les garçons transportèrent des outres, les femmes se disputaient le prix des œufs, et à l'écart, les corbeaux croassaient comme s'ils discutaient des affaires des autres. Près du mur du monastère se trouvait la charrette du boulanger. Son assistant tenait un panier de pain recouvert d'un tissu et semblait avoir la charge d'un coffre rempli d'argent. Il s'appelait Marten. On lui avait confié la tâche de livrer le pain au tribunal, où des savants discutaient de l'âme d'une jeune fille de Lorraine. Martin mémorisait les visages des clients comme un bon gardien mémorise les odeurs. Il reconnut le prêtre à la lèvre inférieure épaisse, vit 2 étudiants en cape courte, remarqua une vieille femme humble qui achetait le morceau de pain le plus rassis et en laissait toujours un bout à 2 sans abri près de la porte. La vieille femme se faisait appeler Isabeau et portait un simple chapelet en bois. Elle aimait raconter à voix basse qu'autrefois, elle parcourait les foires avec son mari et vendait de la laine. Elle disait parfois que le Seigneur conservait les archives comme on conserve la laine contre les mythes. Le coffre devait être sec et les mains propres. Martin riait et ne contredisait pas. Ce jour-là, dans le panier à pain, il y avait une feuille de parchemin enveloppée dans une toile. Le boulanger dit que c'était une demande du fournisseur de farine qui semblait vouloir récupérer une dette et ordonna de la remettre au scribe en chef. Martin acquiesça, même s'il comprit que l'affaire n'était pas simple. Alors qu'il s'approchait de la porte, le constable l'arrêta et lui ordonna d'ouvrir le panier. Martin souleva délicatement le tissu. Au-dessus se trouvaient des miches rondes. Aucune note. Le constable enfonça son couteau, vérifia, puis fit un geste de la main. Martin entra, et ce n'est que dans le couloir étroit qui sentait la chaux humide qu'il trouva au fond du panier une poche habilement cousue. Il y avait là un parchemin. Il ne déchiffra pas les lettres, mais reconnut le sceau de cire rouge. Il y avait une fleur de lys sur le cachet. Marten avait déjà vu ce signe chez la vieille Isabeau, sur une petite planchette qu'elle gardait dans sa poche et qu'elle appelait affectueusement le souvenir de sa sœur. Pendant qu'on distribuait le pain, la jeune fille se tenait droite devant les juges. On disait qu'elle était originaire de Domrémy, qu'elle entendait les voix des saints et qu'ils lui avaient ordonné de mener l'armée. Elle regardait les torches comme si les réponses s'y trouvaient. Elle s'appelait Jeanne. Les reflets salés sur le sol faisaient ressembler la pièce à un rivage. Parmi les scribes se trouvait Anne, fille d'un pauvre paysan des Marais. Elle avait été admise dans le scriptorium en raison de son écriture régulière. La persévérance silencieuse de ses mouvements irritait son supérieur, mais était utile les jours où les plumes se cassaient plus souvent qu'on ne trouvait d'encre. On l'appelait Agnès à la manière du Nord, mais à Rouen, on s'était habitué à Anne. Son rang ne lui donnait pas le droit d'intervenir, mais elle savait lire le latin, ce que personne n'attendait d'une roturière. C'est un frère errant qui le lui avait appris, celui-ci ayant vécu quelque temps dans leur cour et payé ses leçons en échange d'un bol de soupe. Anne considérait cela comme un secret, car elle comprenait que pour un pauvre, un savoir superflu était souvent pire qu'un sac de pierre en trop. Anna remarqua que le scribe principal modifiait les lignes.
Il transformait les doutes en aveux, les gestes en consentement. Il expliquait ainsi « Les auditeurs ont besoin de clarté ». Elle comprenait que la clarté, selon lui, n'était pas la même chose que la vérité. Pendant la pause, Anna vit Marten s'approcher de la table avec un panier. Il posa le pain et, comme par hasard, laissa le parchemin à côté de la lampe en argile, au bord de la table. Anna n'y prêta pas attention jusqu'à ce qu'elle remarque le seau avec la fleur de muguet. Ce jour-là, la vieille Isabeau avait apporté au marché un foulard en laine qui lui avait été donné par sa sœur. Une marque en fil était accrochée au bord, un petit nœud. Elle avait dit à Marten que le nœud était le signe d'une promesse non tenue. Elle avait ajouté que parfois, la dette n'était pas une pièce de monnaie, mais une parole prononcée devant un feu de joie. Marten demanda qui était redevable. Elle répondit qu'une personne décédée depuis longtemps ne payait pas, mais que ses enfants payaient parfois les dettes d'autrui. Marten haussa les épaules, acheta le foulard et le cacha dans sa charrette. À ce moment-là, il ne comprit pas qu'il s'agissait d'un indice. Dans l'après-midi, une nouvelle charrette arborant un blason en forme de lys entra dans la cour du monastère. Elle transportait un homme vêtu d'un manteau sombre et portant des gants souples. On murmurait à son sujet. Il faisait partie des marchands italiens dont l'argent coulait à flots. Il s'appelait Bernardo. Il détenait des créances sur les Anglais et les Français. Il savait compter les jours comme des pièces de monnaie. Son apparition semblait fortuite, mais le prieur lui avait déjà préparé une chambre. Bernardo dit qu'il cherchait un vieux livre contenant des récits de miracles afin de l'apporter à la cathédrale. Cette explication semblait pieuse, mais Anna remarqua qu'il regardait longuement le banc où était assise Johanna et qu'il posait des questions sur les sceaux apposés sur les procès-verbaux. Le prieur répondit que les sceaux étaient en ordre. Les juges aimaient que les mots soient bien ordonnés. Ils lui demandèrent à quel âge elle avait entendu les voix, combien de fois, quel jour. Ils notèrent les dates et les noms. Jeanne répondit avec réserve. Assise à côté d'elle, Anne vit le scribe en chef, qui s'appelait Guillaume, changer l'ordre des mots. C'était un homme sûr de lui, respecté, et il estimait que ce respect lui donnait le droit de corriger le monde. Anna avait entendu un jour Guillaume dire à un élève que les paysans étaient mieux lotis quand on décidait à leur place. Anna s'en souvenait comme on se souvient de la froideur du foie, sans mots, mais avec une sensation claire. Le soir, Martin apporta un mouchoir à la vieille Isabelle. Elle défit le nœud et en sortit un petit sac en cuir. Dans le sac, il y avait une fine lanière, noircie par le temps, et un minuscule pendentif en cuivre, gravé d'une fleur de lys. Isabeau dit que c'était le symbole de leur famille pour les registres. Elle expliqua que dans leur famille, les femmes s'occupaient des registres paroissiaux afin qu'aucun enfant ne soit considéré comme superflu. Elle ajouta qu'autrefois, une jeune fille de leur village avait sauvé un garçon d'un incendie dans une grange et que ce pendentif lui avait été transmis parce qu'elle avait été nommée gardienne. Isabeau ne cita aucun nom, mais Marten perçut une certaine prudence dans sa voix. Le lendemain, en triant les feuilles, Anna remarqua un nouveau parchemin avec une fleur de muguet. Ce n'était pas une facture du fournisseur de farine. C'était une copie d'une lettre qui mentionnait une signature imposée et le fait que certaines réponses de Johanna ne correspondaient pas à ce qui avait été consigné dans le procès-verbal. La lettre demandait de conserver les mots authentiques jusqu'au moment où ils pourraient être révélés. En bas, il y avait une note « À remettre à celui qui porte le signe du muguet ». Anna ne comprit pas à qui. Elle regarda autour d'elle et vit Marten près de la porte. Il hocha la tête avec autant d'aisance que ceux qui ont tout compris. Anna serra la lettre contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'un morceau de pain chaud. Le procès se déroulait jour après jour. Johanna patientait. Elle était détenue dans une cellule où l'hiver était glacial et le printemps humide. On lui apportait de la nourriture grossière.
Elle répondait calmement, afin de ne pas donner prise à ses ennemis. Les juges fixaient la date de manière vague, faisant traîner les choses comme on tire sur un nœud. Au milieu du printemps, des officiers nostalgiques du combat commencèrent à se rendre sur la place. Ils discutaient du fait qu'il était temps de montrer l'exemple. Leurs paroles étaient ponctuées de chiffres et de calculs, comme dans un livre de comptes. Le destin a frappé sous la forme d'un simple palefrenier, un garçon d'écurie nommé Étienne. On le taquinait parce qu'il parlait peu et reniflait souvent l'air comme un chien. On le considérait comme un imbécile. Il s'occupait des chevaux et apportait des messages de la cour aux gardes. Un jour, il apporta à Anne un petit sac de sable pour sécher l'encre et lui dit qu'il avait vu Guillaume cacher des feuilles sous la sangle du siège, là où se trouvait habituellement le seau. Étienne ne savait pas bien raconter les histoires, mais il savait remarquer quand les choses n'étaient pas à leur place. Anne le remercia. Elle comprit que ce garçon que personne ne voyait pouvait s'avérer plus fort que n'importe quel défenseur. C'était le premier signe d'un changement à venir que tout le monde n'était pas encore capable de percevoir. Pendant ce temps, Bernardo ne s'intéressait pas au livre des merveilles. Il discutait souvent en latin avec le prieur, puis lui demandait de lui montrer les rubans des sceaux. Il expliquait qu'il voyait en eux le travail d'un maître et qu'il voulait en commander d'autres identiques. Anna remarqua qu'il regardait attentivement le dessin d'Ulysse, comme s'il le comparait à quelque chose dans sa tête. Un soir, il s'adressa discrètement à Isabeau au marché. Il dit qu'il connaissait le muguet, non seulement comme une fleur, mais aussi comme un symbole familial, et il nomma le village. Isabelle se tendit. Elle lui demanda comment il savait cela. Il expliqua qu'un jour, dans un port lointain, il avait rencontré un vieux soldat qui lui avait montré un pendentif avec une fleur de lys et lui avait dit qu'il devait le ramener dans la maison où il était né. Le soldat n'avait pas eu le temps d'y arriver. Il était mort en chemin et avait laissé le pendentif à Bernardo. Bernardo l'avait conservé pendant de nombreuses années et avait reconnu le symbole sur le parchemin. Il ajouta qu'il voulait respecter la volonté du défunt. Isabeau écouta en silence. Elle comprit que cet homme n'apportait pas seulement de l'argent, mais aussi un souvenir. En ouvrant le pendentif, Isabeau vit une simple gravure sans fioriture. C'était le même signe. Elle dit que sa sœur était la marraine d'une petite fille et que cette petite fille s'appelait Jeanne. C'est ainsi qu'apparut pour la première fois un lien caché, non pas par le sang, mais par un vœu qui unit la marraine et la filleule et rend des étrangers presque comme des parents. Personne dans la ville ne connaissait ce lien, car leur vie se déroulait loin des tribunaux. En entendant cette histoire, Martin comprit pourquoi le seau se trouvait dans son panier. Quelqu'un espérait que le pain arriverait là où personne ne le regarderait trop longtemps. Dans la salle du tribunal, on continuait à débattre des mots. Guillaume ne cachait plus les feuilles sous son siège, il transférait les formulations d'une colonne à l'autre. Anna remarqua qu'il avait ajouté à plusieurs reprises des lignes sur la soumission qui n'était pas là auparavant. Elle commença à mettre de petits points dans les marges, à côté des passages douteux. C'était sa façon de s'exprimer sans rien dire de plus. Étienne lui apportait des morceaux de charbon pour marquer les passages lorsqu'il n'y avait plus d'encre et cachait les bouts de parchemin dans l'écurie, sous la paille. Ces petits détails formaient un petit chemin qui menait à la possibilité de vérifier un jour les notes. Un jour, un colis arriva au monastère. À première vue, il s'agissait d'un sac ordinaire contenant de la craie pour saupoudrer les sols. Il fut apporté par 2 ouvriers. Le supérieur ordonna de le porter à l'entrepôt. Mais Étienne retint le sac car il le trouvait trop lourd pour contenir de la craie. Il le tapota et entendit un son sourd, comme celui d'une boîte en bois. Il dit à Anne qu'il était certain que le sac ne contenait pas uniquement de la craie. Anne haussa les sourcils et ordonna de mettre le sac dans un coin éloigné. Le soir même, elle remarqua qu'un inconnu vêtu d'une courte cape s'était faufilé dans l'entrepôt
et était reparti les mains vides, mais avec des traces de poussière blanche sur la manche. C'était un thriller domestique en un acte, où un colis ordinaire cachait une intention menaçante. Anna comprit que quelqu'un avait tenté d'introduire un objet, peut-être un livre ou un règlement, afin de remplacer une partie des protocoles ou d'introduire un faux sceau. Elle versa la craie et trouva à l'intérieur une petite boîte. Elle contenait des sceaux prêts à l'emploi, très similaires aux vrais. Cela signifiait que quelqu'un préparait une substitution. Anna remit la boîte en place et ordonna à Étienne d'emporter le sac à l'écurie et de le cacher dans la mangeoire. Le 3e jour après l'envoi, les juges ont annoncé que les procès-verbaux seraient scellés et que l'affaire allait être jugée. Les rumeurs se propagent plus vite qu'un sablier, et toute la ville murmurait déjà qu'elle voulait une conclusion rapide. Les gens qui faisaient la queue au distributeur d'eau disaient que l'ordre pouvait arriver n'importe quelle semaine. Martin comprit que le temps jouait contre eux. Il alla voir Bernardo et lui parla de la boîte et des sceaux, d'Anna et d'Étienne. Bernardo l'écouta et dit qu'il était prêt à payer pour que les originaux soient conservés dans les archives du monastère où seules 2 personnes auraient accès. Il ajouta qu'il ne voulait pas s'immiscer dans les affaires de l'Église, mais qu'il voulait laisser une trace qui ne pourrait être touchée sans une clé officielle. Il savait mener ses affaires de telle manière que même les personnes puissantes n'aimaient pas s'en mêler. C'était un bienfaiteur inattendu qui est intervenu par une seule décision. Il a loué pour une somme importante une niche fermée dans le mur des archives, y a déposé un ensemble de feuilles avec les points d'Anna, y a ajouté une lettre avec une fleur de muguet et une copie de la liste des questions. Il a noté que le contrat serait valable jusqu'au jour où le tribunal paroissial d'un autre pays demanderait une vérification avec les originaux. Personne n'a contesté, car le monastère avait besoin d'argent. Anna ne faisait pas confiance aux marchands, mais cette fois-ci, son intuition ne la trahit pas. Elle vit Bernardo afficher la liste des dettes des paroissiens, où les délais et les intérêts étaient indiqués avec précision et souplesse, et il autorisa 2 familles pauvres à rembourser leurs dettes en travaillant plutôt qu'en payant. Cela ne faisait pas de lui un saint, mais montrait qu'il savait compter non seulement les profits, mais aussi les conséquences. Le talent caché d'Anna se révéla pleinement le jour où le juge principal demanda de vérifier une formule latine. Anna comprit qu'à un endroit, la traduction du français vers le latin avait été grossièrement modifiée pour ressembler à une reconnaissance délibérée. Elle tenta de proposer prudemment une autre formulation en se référant à la grammaire. Le scribe principal a souri et a répondu que les paysans n'avaient pas à se préoccuper de grammaire. Anna a fait remarquer discrètement que cette tournure ne se rapportait pas à une action, mais à un état et que cela changeait le sens. Le juge jeta un regard oblique. Il ne s'attendait pas à ce qu'une simple copiste connaisse ces subtilités. Il ne contesta pas, mais ordonna de conserver les 2 versions jusqu'à la décision finale. Cela semblait insignifiant, mais dans les années à venir, des personnes à la recherche de la vérité dans les mots passeraient par là. Entre-temps, Étienne était devenu le messager discret d'Anna et de Martène. Il transportait de minuscules notes dans le sabot d'un cheval de bois qu'il emportait avec lui. On le considérait comme un enfant, alors qu'il était déjà adolescent. Les adultes le méprisaient, parce qu'il était taciturne. Mais c'est lui qui, un jour, remarqua près de la porte un homme avec une rayure distinctive sur son anneau d'imprimeur. Le jeune copiste de l'imprimeur avait, disait-on, l'habitude de vérifier les motifs des autres. Étienne remarqua que la rayure se répétait et comprit que quelqu'un fabriquait des contrefaçons identiques. Il en parla à Anne. Elle en fit part à Bernardo. Le jour même, celui-ci acheta plusieurs œuvres à l'imprimeur et lui demanda de lui montrer les matrices. Il vit une forme très similaire à l'original. Il paya le double du prix pour la matrice et envoya l'imprimeur en déplacement sous prétexte de formation. Ainsi, une seule décision de son bienfaiteur
permit d'éviter un malheur considérable. En hiver, alors que le vent soufflait dans les fissures, la ville discutait des nouvelles taxes et des vieilles rancunes. À cette époque, Anna découvrit une autre bizarrerie. Dans l'un des procès-verbaux, il était écrit que Johanna reconnaissait que c'était l'orgueil qui la guidait et non la foi. Anna se souvenait avoir été assise à côté d'elle et l'avoir entendu parler de liberté de conscience et non d'orgueil. Anna mit un point à gauche. Le soir, elle rencontra la vieille Isabeau et lui parla du point. Isabeau répondit que le point était une graine qui ne germait que dans une terre humide. Elle faisait allusion au temps et aux larmes. Anna acquiesça. Ce bref échange était leur façon de tenir bon. Au printemps, un jour où le sol était glissant sous ses pieds à cause de l'humidité, Anna marchait dans le couloir et entendit deux juges discuter des enregistrements du rire de Johanna. L'un dit que c'était un signe de folie, l'autre répondit que c'était du désespoir. Ils ne discutaient pas pour la vérité, ils discutaient pour la formule. Anna comprit que la décision finale ne serait pas prise à son niveau. Cette prise de conscience ne tua pas son envie de travailler. Elle décida de préserver ce qu'elle pouvait, quoi qu'il arrive demain. Les événements se sont ensuite précipités à une vitesse irrémédiable. Le tribunal a rendu son verdict. La ville s'est mise à bouillonner. Sur la place, on préparait le lieu de l'exécution. Anna et Marthen se tenaient dans la foule, immobiles comme des pierres sur la route. Les gens les contournaient, mais ils ne bougeaient pas. Isabeau demanda à Marthen d'apporter une lettre avec une prière à la famille dans un quartier éloigné. Il le fit et revint quand il était déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. Ce jour-là, Étienne se retrouva au cœur de l'action. Le garde, qui lui lançait souvent des insultes, lui ordonna d'emmener le cheval. Étienne s'exécuta. Il se tenait à l'écart et regardait non pas le trou dans le ciel entre les nuages de fumée, mais les visages. Il vit un juge baisser les yeux, un autre se signer précipitamment, bien que cela ne fût pas de mise, et le doyen scruter le parchemin comme s'il voulait s'y cacher. Il vit Anna tenir sa main sur sa poitrine, où reposait une jarretière à peine visible avec une fleur de muguet. Il comprit que son invisibilité avait pris fin. Il faisait désormais partie d'une longue chaîne où chacun tenait son fil. Aucun d'entre eux ne pouvait changer le verdict, mais chacun pouvait changer la façon dont le souvenir serait conservé. Le soir, Bernardo remit 2 lourds sacs au prieur. Il dit que c'était le paiement pour les bougies, les livres et le chauffage pour les pauvres. Il n'expliqua pas qu'une partie de l'argent était destinée à la conservation de la niche dans le mur où se trouvaient les feuilles d'Anna et la lettre avec le muguet. Le supérieur accepta. Il verrouilla la niche avec 2 clés. Il en garda une et donna l'autre à un homme dont il ne révéla pas le nom. Puis, il prononça une courte prière, sans fioriture, comme le font ceux qui savent que la théologie, en ces jours-là, repose sur le silence. Des semaines de silence s'ensuivirent. La ville vivait au rythme des foires, des rhumes et des disputes entre 2 voisins au sujet d'un terrain. Les gens reprenaient le cours de leur vie. Mais sous l'écorce de la vie quotidienne, un travail silencieux se poursuivait. Anna recopiait les vies des saints sans enthousiasme, mettant des points sur des feuilles vierges, aux endroits où sa main se souvenait d'une voix étrangère. Étienne se mit à transporter du foin et souriait plus souvent, car il avait pris conscience de sa valeur. Martin ouvrit un petit banc pour distribuer du pain gratuit le samedi. Il expliquait qu'il valait mieux donner la moitié que de perdre toute son âme. La vieille Isabeau avait encore vieilli d'une saison, mais ses yeux brillaient d'une attention qui ne s'estompe pas avec le temps. Elle caressait parfois son pendentif en forme de muguet et murmurait que la mémoire se promène parfois en chaussures simples. Le printemps suivant apporta de nouvelles nouvelles. À la foire, on parla de la révision de certaines affaires, de lettres en provenance de Rome, du fait que la cour royale,
jugeait nécessaire de modifier les archives historiques. Les mots passaient d'une personne à l'autre comme l'eau à travers un tamis. Certaines choses restaient, d'autres se perdaient. Anna écoutait et pensait à la niche dans le mur. Bernardo disait que des gens allaient bientôt arriver pour demander les protocoles. Il rappela au supérieur les clés. Le supérieur acquiesça. Il avait conservé la mémoire non par peur, mais parce qu'il comprenait que la participation à quelque chose de grand commence toujours par quelque chose de petit. Un nouveau confesseur, qui avait auparavant servi à Le Mans, était arrivé en ville. Il disait vouloir recueillir les témoignages de gens simples sur leur compréhension de cette guerre. Il s'adressait aux femmes au marché, aux artisans dans leurs ateliers, aux élèves sur les marches de l'école. Il ne posait pas de questions sur les miracles, mais sur le pain, le prix du sel, la façon dont les gens vivaient chez eux les jours où l'on venait leur annoncer les victoires. Il prenait des notes tranquillement, sans grand discours. Anna a compris que cet homme ne recherchait pas une légende retentissante, mais le tissu tangible de la vie. Elle lui a apporté une copie de certaines feuilles où figuraient ces points. Il les a lus et a dit que les points étaient des encres pour l'avenir. Anna a souri. Étienne avait vieilli au cours de ces mois. Il avait grandi et ne rentrait plus dans sa vieille veste. On ne le taquinait plus en le traitant de gamin. On lui demandait maintenant de tirer un tonneau ou de transporter un sac. Il remarqua qu'on le traitait désormais comme on traite un puits, sans tendresse, mais avec respect. Un jour, il entendit le garde qui lui lançait autrefois des mots méchants, raconter dans une taverne que tout avait été fait trop précipitamment au tribunal. Étienne comprit que les changements n'entraient pas par la grande porte, mais par de petites fissures dans la conscience, lorsque l'on se permettait de penser autrement. Marthe reçut une demande étrange. Un jeune noble vêtu d'un manteau aux broderies à moitié effacées s'approcha de son étal. Il dit qu'il voulait acheter tout le pain pour le lendemain et le distribuer gratuitement. Marthe lui demanda pourquoi. Le noble répondit que son maître voulait soulager la mémoire de la ville à l'occasion de l'anniversaire. Marthe accepta. Le lendemain, le pain fut distribué gratuitement. Les gens le prenaient et s'étonnaient. Martin remarqua que le noble regardait une vieille dame avec un chapelet en bois sur la place. Il s'approcha de lui et lui demanda qui il cherchait. Le noble répondit que, dans son enfance, il avait entendu l'histoire d'une femme qui inscrivait les noms des enfants paysans dans les registres de l'Église lorsque le prêtre était paresseux. Il cherchait cette femme. Martin la conduit à Isabeau. Le noble s'est incliné devant elle, comme devant une reine, et a raconté que son père, alors qu'il était enfant, avait été sauvé des flammes par une jeune fille, puis que son nom avait été correctement inscrit et qu'il avait pu hériter de ses terres. Et son père disait qu'il ne fallait jamais oublier ceux qui inscrivent les noms. Isabeau entendit dans cette histoire un lien ancien. Elle sortit un pendentif avec une fleur de muguet. Le noble pâlit, car il vit le signe que sa famille conservait. Ainsi se révéla une nouvelle facette de la parenté cachée, lorsque la bonté d'un étranger devient partie intégrante de l'arbre généalogique. Anna, quant à elle, se préparait à la visite des représentants de la couronne. Elle rassembla les copies des feuilles avec les points. Elle savait que les originaux se trouvaient dans la niche. Elle craignait qu'on ne les lui enlève de force. Bernardo dit que le contrat était rédigé de telle manière que sans la signature du supérieur et sans la deuxième clé, rien ne pouvait être retiré. Il ajouta que la deuxième clé était désormais conservée par une personne dont seul lui et le prieur connaissaient le nom. Anna lui demanda s'il détenait lui-même la clé. Il répondit que la clé était entre les mains de quelqu'un que la vie avait appris à être patient et à tenir sa langue. Anna devina que la clé était entre les mains d'Isabeau. C'était logique. La vieille femme avait l'air pauvre. Personne ne soupçonnerait qu'elle avait le pouvoir de disposer des documents. C'était un calcul qui protégeait les faibles par le mépris même. Mais tout le monde ne voulait pas de changement. Le scribe en chef Guillaume sentit son nom menacé.
Il commença à dire aux gens qu'une fois écrit, on ne pouvait plus changer les choses, sinon le monde sombrerait dans le chaos. Il parlait avec assurance. On l'écoutait. Anne voyait bien que sa conviction ne reposait pas sur la vérité, mais sur la peur de perdre le respect des autres. Et pourtant, elle ne lui voulait aucun mal. Elle comprenait que tout le monde avait peur lorsque le monde bougeait. Un jour, un colis apparut à nouveau à la porte du monastère. Cette fois, c'était un sachet d'herbes séchées pour la cuisine. Il avait été apporté par un marchand ambulant qui vendait auparavant des bols en cuivre. Anna regarda le sachet et vit que le fil était noué de la même manière que sa défunte mère, un double nœud à 3 tours. Les habitants de leur village reconnaissaient ce signe comme leur propre marque. Anna le défit. À l'intérieur se trouvait un fin parchemin sur lequel était écrit « À tel endroit est conservé un registre contenant les registres paroissiaux de Domrémy dans lesquels figurent les dates de naissance et de baptême, et parmi lesquels le nom de Jeanne. » Cette feuille était un indice. Il avait été envoyé par quelqu'un qui comprenait que le combat n'était pas pour un miracle, mais pour la preuve d'une vie. Anne comprit qu'il fallait confirmer une chose simple. Elle était là, elle avait été baptisée, elle avait vécu comme tout le monde, puis elle avait fait ce qu'elle avait fait. Pas de moments secrets, pas de doubles étranges, juste une vraie petite fille, issue d'une vraie famille. Cela ne réfutait pas sa voix, mais renforçait sa place dans le monde. Anna apporta la lettre au prieur. Celui-ci la lut et dit qu'il enverrait un messager dans ce village. Il choisit Étienne comme messager. Étienne enfourcha un petit cheval et partit avant l'aube. La route était boueuse, le vent lui fouettait le visage. Il arriva quelques jours plus tard et présenta la lettre au curé de la paroisse. Celui-ci trouva le registre, toussa à cause de la poussière et l'apporta sur la table. Étienne vit la ligne familière où étaient inscrits le nom, les parents et la marraine. Il remarqua que le nom de la marraine était écrit avec soin. C'était celui dont avait parlé Isabelle. Il revint avec une copie de la lettre. Cette copie suffisait à donner du poids aux paroles d'Anna. Pendant qu'Étienne était parti, Guillaume tenta d'accélérer ses plans. Il rassembla ses élèves et leur dit qu'il fallait apposer un cachet sur certaines sections. Il envoya chercher l'imprimeur. Mais celui-ci n'était pas en ville. Bernardo l'avait envoyé en mission. Guillaume sortit alors un cachet de secours. Anne remarqua que le dessin d'Ulysse était légèrement différent de celui des sceaux authentiques et qu'un nœud sans signification particulière, simplement décoratif, était tissé dans le ruban. Cela signifiait que le sceau ne résisterait pas à un examen minutieux. Anne nota cela. Lorsque les représentants du roi arrivèrent, elle leur montra la différence. C'était un détail théorique, mais il eut un résultat pratique. Une partie des protocoles fut jugée nécessiter une vérification. Lorsque les émissaires du palais arrivèrent, Bernardo les conduisit aux archives. Le supérieur sortit la première clé. Il dit que la deuxième clé était chez une vieille femme au marché, qui la gardait pour la paix et non par orgueil. Il expliqua que c'était plus sûr ainsi. Les émissaires furent surpris, mais acceptèrent. Ils se rendirent au marché. Isabeau se tenait contre le mur, comme toujours. Elle entendit la demande, retira un petit sac de sa ceinture et tendit la clé. Elle dit qu'elle la gardait pour le jour où les gens auraient besoin de révéler la vérité sans faire de bruit. Personne ne sourit. Tous se redressèrent intérieurement, comme on se redresse lorsqu'on voit pour la première fois des mains simples tenir quelque chose d'important. Ils ouvrirent la niche. Elle contenait les feuilles, avec les points d'Anna, la lettre avec la fleur de lys, une copie de la liste de questions et un autre objet, une petite plaque en bois sous laquelle était caché le mot de Bernardo. La note disait qu'il avait payé pour la conservation, non pas pour la gloire, mais pour la mémoire de Dieu dans les hommes. Il n'essayait pas de qualifier Jeanne de sainte ou de coupable. Il écrivait que la guerre ne se termine pas seulement par l'épée, mais aussi par des lignes sévères.
Cette sécheresse était plus convaincante que tous les grands mots. Les messagers commencèrent la vérification. Ils comparèrent les mots et les sceaux. Ils trouvèrent où il y avait eu substitution de genre grammatical, où il y avait eu substitution de temps, où il y avait eu permutation de sens. Anna expliquait calmement. Elle ne s'attribuait pas le mérite, mais ses remarques guidaient les autres comme des panneaux routiers. Bernardo, quant à lui, était assis sur un banc et regardait la poussière tomber dans un rayon de lumière. Il n'observait pas par simple curiosité. Il comprenait que la justice était souvent rendue par d'autres mains, mais que la responsabilité lui incombait. Guillaume a tenté de contester. Il disait que dans les moments difficiles, il fallait des solutions simples. Les messagers ont répondu que dans les moments difficiles, il fallait des comptes rendus honnêtes. Il a dit que tout était déjà décidé. Ils ont répondu que les décisions pouvaient être différentes. Il a accepté sa défaite sans faire d'histoire. Il est allé dans sa chambre et y est resté longtemps. Anna ne se réjouissait pas de sa défaite. Elle savait ce que coûtait la perte de la confiance d'autrui. Tout s'est ensuite déroulé rapidement. À l'arrivée de nouvelles informations de la Cour, il est devenu évident que l'affaire serait réévaluée et qu'un autre mot entrerait dans l'histoire. Cela ne ramenait pas la vie, mais rétablissait l'ordre des choses, dans lequel la mémoire n'est pas remplacée pour des raisons de commodité. La ville a réagi calmement. Les gens continuaient à se disputer au sujet du prix du poisson. Mais parfois, sur la place, quelqu'un disait que cette fille de Lorraine était comme toutes les autres, et en même temps, pas comme toutes les autres. Cette brève confession était plus honnête que n'importe quel slogan. Et pourtant, un grand secret restait personnel. Un soir, Anna trouva dans une vieille boîte un encrier que lui avait offert autrefois son frère vagabond. À l'intérieur, il y avait un peu d'encre séchée et un morceau de tissu roulé. Une fleur de muguet était brodée sur le tissu. Elle comprit que le frère qui lui avait enseigné le latin était le soldat dont Bernardo avait parlé. Il était déjà vieux lorsqu'il était arrivé chez eux. Il lui avait appris à lire et à écrire, ainsi qu'à garder le silence. Il avait dit un jour que chacun avait un devoir envers celui qui avait correctement orthographié son nom. Anna prit conscience du lien caché qui l'unissait à ce soldat à travers le travail des lettres et la gratitude. C'était un lien par les actes, pas par le sang. La même année, le supérieur proposa à Étienne de s'occuper de la distribution du courrier entre les paroisses. Il comprit que le garçon avait grandi et que ses yeux voyaient là où les autres ne regardaient pas. Étienne accepta. Il transportait les lettres sous la pluie et sous le soleil. On disait de lui qu'il n'aimait pas parler, mais qu'il comprenait toujours. Il devint celui que l'on sous-estimait, puis que l'on respectait. Son passage de l'ombre à l'utilité devint un exemple clair pour la cour et pour le marché. Marthe, quant à elle, agrandit sa boutique, mais ne devint pas riche. Elle préférait la stabilité. Il apportait parfois à Anne des morceaux de parchemin provenant de vieux livres qui servaient d'emballage, sauvant ainsi les lettres du feu. Il racontait qu'un jour où l'on distribuait du pain gratuit, une femme s'était approchée de lui et lui avait dit qu'elle viendrait désormais plus souvent. Il comprit que c'était pour entendre de tels mots qu'on tenait des échoppes, qu'on rédigeait des procès-verbaux et qu'on cachait des sceaux. Bernardo, ayant terminé ses affaires, s'apprêtait à partir. Il s'approcha d'Isabelle et lui demanda sa bénédiction pour le voyage. Il expliqua qu'il devait continuer sa route, car l'argent n'avait pas de domicile, il n'avait que la route. Il promit que s'il passait dans la région où Jeanne était née, il laisserait une bougie à l'église. Isabeau répondit que les bougies étaient importantes, mais que celui qui les allumait l'était davantage. Ce fut un simple échange entre deux personnes qui connaissaient la valeur des objets et des mots. Lorsque la confirmation officielle de la révision est arrivée, elle a été lue dans l'église. Personne n'a crié. Les gens sont restés calmes. Ils ont écouté le texte austère qui mentionnait les divergences et les ajouts. À la fin, on a lu le rétablissement de l'honneur.
Anna se tenait au fond et pensait qu'on ne pouvait pas rendre son honneur à celui qui était parti, mais qu'on pouvait le rendre à ceux qui étaient restés. Elle se souvint comment Johanna était assise bien droite et regardait les torches, et comment elle s'était permis de sourire une fois. Tout était dans ce bref souvenir. La fin n'était pas un miracle. Elle était la somme des choix. Anna mettait les points sur les i, car elle ne pouvait pas faire autrement. Étienne portait des notes, car il avait appris à faire confiance à son attention. Martin gardait la lettre dans la corbeille, car il respectait le pain et le considérait comme faisant partie de l'ordre. Isabelle a gardé la clé, car elle comprenait le poids et la légèreté de la mémoire. Bernardo est intervenu avec son argent, car il voyait qu'une seule décision pouvait changer le cours de plusieurs ruisseaux à la fois. Même Guillaume, qui essayait de conserver ses habitudes, a fini par comprendre que le temps tournait sans son autorisation. Chacun a fait son choix. La justice est venue tranquillement. Elle n'a pas fait disparaître la pauvreté, ni guéri les rhumes, ni appris aux enfants à lire plus vite. Mais elle a disposé les pierres de telle sorte qu'il était possible de continuer à avancer sur cette route sans trébucher à chaque pas. Johanna est restée dans les légendes comme la jeune fille qui a renversé le cours de la guerre, et dans les archives comme la personne qu'on n'a pas réussi à effacer complètement. C'était une clarté morale sans grand discours. N'espère pas de miracle, fais ton travail honnêtement. Et alors même la grande histoire des autres deviendra un peu plus vraie. Les années ont passé. Au marché, un autre garçon, qui n'était plus Étienne, s'est arrêté devant l'étal de Martin et lui a demandé pourquoi il fallait vivre avec soin si tout le monde finissait par oublier. Martin a répondu qu'il ne croyait pas à la mémoire éternelle, mais qu'il croyait à l'ordre du jour présent. Il a expliqué que parfois, c'est justement la minutie d'une personne simple qui permet ensuite de réparer une grande injustice. Le garçon haussa les épaules, mais 1 minute plus tard, il prit une pincée de sel avec plus de précaution qu'auparavant. Anna, vieillissante, a transmis ses copies à son élève. Elle lui a dit qu'il ne fallait pas être courageuse pour le spectacle, mais attentive à ses paroles. Elle a ajouté qu'à la fin de sa vie, ses possibilités n'étaient plus les mêmes, mais que le sens restait le même. Laisser derrière elle des lignes dans lesquelles on peut respirer. L'élève acquiesça. Elle savait que dans leur métier, les victoires ne ressemblent pas à des fanfares, elles ressemblent à un nœud solide qui ne se défait pas à la première pluie. Isabeau partit tranquillement, comme partent ceux qui ont l'habitude de garder la clé sans bruit. Avant cela, elle donna le pendentif avec la fleur de lys à Anna. Elle dit que le signe devait continuer à circuler, non pas comme un bijou, mais comme un rappel que les enfants des autres sont aussi les siens lorsqu'il s'agit d'inscrire leur nom dans le livre. Anna a caché le pendentif dans une petite boîte en bois, à côté de l'encrier. C'était une petite relique de leur petit cercle. Bernardo était parti depuis longtemps. On entendait parfois parler de lui. Certains disaient qu'il avait fait faillite, d'autres qu'il était devenu riche. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est qu'un jour, au moment opportun, il avait payé la niche dans le mur. Cela suffit pour rester dans la mémoire des gens qui aspirent à une justice tranquille. Étienne était devenu adulte. Il s'occupait de la correspondance entre les paroisses, puis il s'installa dans une petite maison au bord de la route et y aménagea un point de relais où les voyageurs pouvaient laisser leurs lettres et prendre celles des autres pour les transmettre. Il comptait les jours à l'aide de nœuds sur une corde. Il se souvenait souvent comment, un jour, un colis ordinaire contenant de la craie s'était avéré être une tentative de substitution et comment il avait alors, sans faire de bruit, renvoyé le sac à sa destination. Il disait qu'il était fier que le papier ne l'ait pas trompé 2 fois. Il vivait simplement. C'était là sa victoire. La ville changeait. Les enfants grandissaient et jouaient entre les tonneaux. Les juges vieillissaient. De nouvelles affiches apparaissaient sur les murs. Dans la longue liste des années,
Les événements étaient plus courts que les lignes sur le parchemin. Mais quand on se souvenait de ces jours-là à la taverne, quelqu'un disait toujours que la justice n'était pas tombée du ciel, mais qu'elle avait été apportée par des gens ordinaires, chacun à sa manière. Et tout le monde acquiesçait, car cette affirmation était incontestable. À la fin de ce chemin, il ne restait qu'une histoire sans miracle retentissant, ni hasards brutaux. Les rebondissements inattendus avaient été préparés, une parenté cachée par le biais d'un lien de parrainage et d'un pendentif conservé, un bienfaiteur inattendu qui s'était manifesté non par charité, mais par calcul précis et générosité opportune, le talent caché d'une copiste qui a brisé la hiérarchie du savoir, un palefrenier sous-estimé qui s'est avéré être un lien clé, et un colis quotidien qui s'est transformé en menace et en motif de vigilance. Tout cela s'est assemblé en un tissu unique, où les plumes ne bruissent pas en vain, où le pain parvient à ceux qui en ont besoin, où les cachets sont apposés sur les bons rubans, et où les points dans les marges mènent à la clarté. Et dans ce résultat discret, il y a un sens qui ne nécessite pas de mots superflus.